Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sentiment que certains d'entre nous avons de vivre dans une dystopie. Certains d'entre nous, c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui a conscience que la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, que c'est une maladie qui est toujours dangereuse et qui n'est pas comme un simple rhume. Donc parmi nous, il y a les personnes immunodéprimées qui risquent leur vie à chaque fois qu'elles vont dans un lieu clos partagé avec d'autres personnes, parce que plus personne ne porte de masque et donc par conséquent les lieux peuvent être à concentration élevée en particules contenant du Covid, surtout en fin de journée, s'ils ne sont pas aérés. Donc les personnes immunodéprimées peuvent se protéger en portant des masques FFP2, mais la protection n'est pas de 100%. Elle est élevée, mais si on reste toute la journée dans un lieu partagé avec d'autres personnes, cela peut parfois ne pas être suffisant. Donc, il y a ces personnes-là qui risquent leur vie parce qu'elles ne sont pas protégées par le vaccin contre le Covid, parce que leur système immunitaire ne fonctionne pas bien. Et il y a aussi, plus généralement, toutes les personnes qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ne souhaitent pas avoir de Covid long. D'ailleurs, je pense que personne ne devrait vouloir prendre le risque d'avoir un Covid long, parce que c'est une maladie dont vous n'imaginez pas la gravité et les conséquences sur votre vie. Mais les personnes qui sont plus fortement sensibilisées à cela sont souvent les personnes qui sont déjà handicapées et elles ne veulent pas avoir un handicap en plus parce qu'elles savent à quel point c'est difficile de vivre dans cette société quand on a déjà un handicap. Donc toutes les personnes qui sont informées et qui ont conscience de leurs risques ont l'impression en ce moment de vivre dans une dystopie parce que la majorité de la société a décidé de ne plus vivre dans le réel. Alors, ce n'est pas forcément la faute de tout le monde. Je ne veux pas culpabiliser tout le monde parce que je sais que nous n'avons pas facilement accès à l'information, c'est-à-dire que les grands médias, nos représentants politiques ne parlent pas de cela, ne parlent pas des séquelles du Covid et des modes de transmission du Covid. Nous n'en parlons plus, c'est un sujet qui est considéré comme faisant partie du passé. D'ailleurs, quand ils parlent du Covid, ils emploient toujours le temps du passé et des expressions comme pendant le Covid, sous-entendu que le Covid est terminé, mais ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, les statistiques du Covid sont faussées parce que plus personne ou très peu de gens se testent, surtout très peu de gens passent des tests PCR et nous savons que les autotests sont beaucoup moins précis, qu'il y a énormément de faux négatifs. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir un autotest négatif alors qu'elle est bien positive, elle est bien infectée par le Covid-19. Donc cela fait que les statistiques, les taux d'incidence ne sont pas corrects et ce qu'il faut regarder c'est plutôt les données des eaux usées qui elles sont beaucoup plus précises et qui aujourd'hui sont accessibles publiquement. Ça fait partie du réseau SUMO, SUM''EAU, c'est le réseau SUMO qui collecte ces données et elles sont disponibles sur le site du gouvernement sous forme
de fichiers CSV, data.gouv sous forme de fichiers au format .csv, mais il y a également des personnes qui génèrent des graphiques à partir de ces fichiers. Donc je pourrais vous mettre cela en commentaire si vous voulez les consulter. Donc je disais que ce n'est pas de la faute du grand public, ce n'est probablement pas de votre faute si vous n'êtes pas informé sur votre risque. Et donc pour être au courant de tout cela, du danger que représente toujours le Covid, il faut faire de la veille scientifique, il faut connaître les bonnes personnes, il faut suivre les bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Et ça peut être compliqué et ça demande des efforts et ça demande d'aller soi-même chercher l'information. Quand je dis les bonnes personnes, ce sont souvent des scientifiques ou des personnes ayant une éducation scientifique qui leur permettent de comprendre les études. Donc, ce qui me dérange beaucoup dans tout cela, c'est qu'on nous met parfois dans le même tas que les complotistes anti-vax parce que notre opinion n'est pas la même que celle de la majorité et n'est pas conforme au discours, au storytelling des autorités. Mais on se base sur les études scientifiques, sur leur vulgarisation par des experts. Donc, on est au contraire très en recherche de mieux comprendre les données scientifiques et en fait on est dans cette éthique de respect de la science et donc c'est ça vraiment qui nous différencie. Et également puisqu'on parle d'éthique, notre éthique c'est aussi la notion de solidarité, qu'on se protège les uns les autres, que ce n'est pas le chacun pour soi. Nous sommes très critiques par rapport au concept de responsabilité individuelle tel qu'il a été utilisé par notre gouvernement. C'est-à-dire que par rapport au port du masque, lors des dernières vagues, le gouvernement faisait appel à la responsabilité individuelle pour demander aux gens de porter le masque pour protéger les autres. Et on voit que cela ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si notre gouvernement fait une recommandation, les gens ne l'appliquent pas. En fait, si on leur dit il est recommandé de porter un masque, ils comprennent, il est interdit de porter un masque. Non, c'est un petit peu une exagération que je fais, mais pour moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a le phénomène de pression sociale qui fait que si les autres ne portent pas de masque, eh bien on n'en porte pas non plus. Tandis que s'il y avait une obligation, eh bien on se sentirait autorisé à porter un masque. Puisqu'on parle de masques, je rappelle, les masques chirurgicaux ne sont pas efficaces pour se protéger soi-même et pas extrêmement efficaces pour protéger les autres non plus. Donc c'est pour ça qu'il faudrait porter des masques au moins FFP2 qui sont faits pour se protéger des maladies qui se transmettent par aérosol. Et l'idéal, ce serait de combiner plusieurs mesures, c'est-à-dire de porter des masques FFP2 et de contrôler l'aération des pièces. Donc pour cela, on a des détecteurs de CO2 qui permettent d'estimer si une pièce est suffisamment aérée. Donc, si personne ne porte de masque dans la pièce, il faudrait que le taux soit au-dessous de 600 ppm. Et si tout le monde porte des masques, on peut se permettre d'atteindre 800 ppm. Et il y a également des dispositifs comme les purificateurs d'air avec filtre HEPA ou MERV, MERV.
Donc qui sont des appareils avec un ventilateur et qui sont entourés de filtres à particules qui vont piéger les particules qui contiennent des virus, des bactéries. Également, nous avons des lampes à UV. Alors, il y en a plusieurs types. Celles qui sont autorisées en France, il faut qu'elles soient au plafond, parce que sinon les UV, si vous en recevez dans votre visage, cela peut être cancérigène. Donc il y a des lampes qui peuvent être accrochées, qui peuvent être mises au plafond et qui permettent de désinfecter l'air également de façon encore beaucoup plus rapide et efficace que les purificateurs d'air avec filtre à particules. Et ça, c'est une technologie qui existe depuis les années 1940 et on est déjà au courant de la propriété désinfectante des UV depuis la fin du 19e siècle. Et il y a également des lampes à UVC à 222 nanomètres, qui s'appellent les phares UVC, mais il me semble qu'ils ne sont pas autorisés en France. Mais par contre, c'est vraiment populaire aux États-Unis parce que ce n'est pas dangereux, cela ne cause pas de cancer parce que ça ne pénètre pas la peau. Donc ça veut dire que ce sont des lampes on ne sera pas obligé de mettre au plafond, qu'on pourra mettre plus près des gens et donc ce sera encore plus efficace. Donc par contre, il y aurait peut-être un risque lié à l'ozone, mais il n'est pas quantifié. C'est-à-dire que on ne sait pas combien d'ozone produisent ces lampes. Et l'ozone en grande quantité, d'après ce que j'ai pu entendre, pourrait causer des troubles respiratoires. C'est le danger potentiel de ces types de lampes, mais il faudrait que je fasse plus de recherches pour pouvoir vous donner plus d'informations à ce sujet. En tout cas, on sait que ces lampes sont extrêmement efficaces pour empêcher la transmission du Covid. Il y a eu une étude publiée en 2020 et les lampes à UVC, phares UVC, avaient éliminé 99% des particules de Covid dans une pièce. Donc nous avons différents moyens de se protéger qui sont très efficaces et c'est vraiment c'est ça qui nous met beaucoup en colère, c'est que ce ne serait pas compliqué de réduire drastiquement les contaminations et donc d'éviter les Covid longs, d'éviter les morts de personnes vulnérables. Ce ne serait pas du tout difficile si seulement on acceptait cette réalité que le Covid n'est pas un rhume qui continue de circuler intensément, par vagues toujours, mais toujours de façon très intensive. L'ampleur des vagues est similaire à celle de l'arrivée du variant Omicron, ça n'a pas diminué ou peu. Donc les variants sont toujours plus contagieux. Sur quoi je me base pour dire que ça n'a pas diminué, c'est sur les données des eaux usées. Parce que c'est vrai que si on regarde les données des tests, en effet, on peut croire que ça a diminué, mais il ne faut pas du tout se fier aux données des tests, comme je vous dis, puisqu'il y a très peu de monde qui passe des tests PCR aujourd'hui. Donc il faut regarder plutôt les données des eaux usées, donc qui sont beaucoup plus fiables. Donc j'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre dans quel état d'esprit nous nous trouvons. Donc c'est très difficile à vivre pour nous. Mais à la fois, on préfère savoir que de ne pas savoir. On préfère connaître la vérité sur le Covid plutôt que d'être dans une ignorance qui certes apporte la paix de l'âme, mais nous met potentiellement en danger. Mais c'est quand même extrêmement difficile à vivre. Il y a un prix. La lucidité n'est pas sans. La lucidité se paye chèrement. Et c'est pourquoi nous aimerions qu'il y ait
beaucoup plus de gens qui nous rejoignent. Nous espérons que la population va finir par être informée comme nous. Nous espérons que les esprits changent. Cela va peut-être prendre du temps, mais on espère que ce sera rapide. Malheureusement, il y a des risques pour que ce soit quand la population la majorité des gens ont des séquelles, que la réalité ils vont se prendre un mur en fait, et ils seront obligés là de prendre conscience de la réalité, que le Covid est une maladie qui est toujours grave et à long terme. Et malheureusement, on espère que la prise de conscience ne se fera pas à ce moment-là, parce que c'est vraiment un coût humain terrible pour pouvoir obtenir ce retour à la réalité. Et notre espérance, c'est que vous vous rendiez tous compte avant qu'il ne soit trop tard, et que vous en parliez autour de vous. Plus on en parle, plus ça va devenir normalisé d'en parler, et plus l'opinion dominante aura des chances de changer. Donc, si vous ne faites pas confiance dans ce que je dis, n'hésitez pas à faire par exemple, regarder Google Scholar. Google Scholar, c'est ça permet de faire des recherches dans les études scientifiques. Donc vous allez pouvoir voir quelles sont les études qui concernent les séquelles du Covid-19. Vous pouvez essayer de suivre des experts, des scientifiques sur les réseaux sociaux. Il y a eu également récemment un webinaire donné par l'association Winslow Santé Publique, que vous allez pouvoir trouver sur YouTube, qui est une interview avec des scientifiques de l'Institut Pasteur au sujet de la persistance virale du Covid-19 dans les macrophages, qui sont des cellules immunitaires dans les poumons. Donc on sait que le Covid peut rester pendant des mois et des mois dans les poumons. En tout cas, c'est une étude qui a été faite sur des singes, mais il y a des grandes chances que ce soit identique chez les humains. Donc ça, c'est un exemple, mais je vous recommande de regarder les études scientifiques pour vous faire une idée, et n'en regardez pas qu'une seule, essayez de regarder plusieurs et de voir si toutes convergent vers les mêmes résultats. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile à comprendre, les études scientifiques, mais il y a aussi des articles de presse pour les études importantes. Il y a souvent des articles de presse qui vulgarisent le contenu de l'étude et qui sont mieux expliqués pour le grand public. Donc n'hésitez pas à regarder cela également. Donc ce que je vous conseille, c'est de chercher tout ce qui concerne la transmission par aérosol, tout ce qui concerne les séquelles du Covid. Donc le Covid long n'est pas appelé de cette façon-là souvent dans les études. On dit plutôt post-acute sequelae of Covid, je ne sais plus, quelque chose comme ça, PASC. Et vous pouvez chercher des choses comme brain damage, donc les séquelles au niveau du cerveau. Vous essayez donc de faire des recherches sur... c'est vrai que si on cherche en anglais, on trouve plus de résultats. Mais donc je vous recommande d'essayer de vous informer sur ce sujet. Peut-être que je pourrais vous donner des comptes à suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant. Donc j'espère que vous allez comprendre pourquoi on pense cela, pourquoi on pense qu'il faut toujours se protéger contre le Covid, et il faut que l'on se protège les uns les autres. Et ça n'empêche pas de vivre normalement. La seule chose, c'est
de demander, il faudrait que les lieux de travail, les lieux partagés aient un air de bonne qualité, c'est-à-dire renouvelé et ou purifié. Et, il faudrait aussi porter des masques FFP2 dans les lieux clos, surtout si ceux-ci sont difficiles à aérer, purifier. Le mieux, c'est de pouvoir combiner ces protections, mais ça n'empêche pas d'avoir des relations sociales et ce serait tellement plus facile pour des personnes immunodéprimées, vulnérables, handicapées, d'avoir une vie sociale si tout le monde faisait un petit peu d'effort, en fait. Parce que là, oui, si vous ne prenez plus aucune précaution, en effet, votre vie sociale n'est pas impactée, mais par contre, les personnes vulnérables, elles sont obligées d'être confinées. Donc vous avez peut-être souffert d'un confinement de 2 mois en 2020, mais il y a des personnes qui sont confinées depuis 2020 parce que la société ne veut pas faire d'efforts pour les protéger. Donc c'est triste de vivre dans une telle société. Et malheureusement, l'extrême droite a gagné. Les personnes ou ceux qu'on appelle les libertariens, les personnes qui refusent de faire des efforts pour protéger les autres, qui prônent le chacun pour soi. Parce que, sachez-le, la liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Parce que si l'on fait ce que l'on veut uniquement, en fait, on est prisonnier de ses propres instincts primaires, ou plus de ses propres désirs, de ses propres impulsions. Et ça, ce n'est pas la vraie liberté. La liberté, c'est surtout la liberté de conscience, la liberté de penser. Une fois qu'on a cette liberté de penser, alors on va accorder nos actes avec notre conscience. Pour moi, c'est ça la vraie liberté. Et j'espère que nous allons pouvoir changer notre façon de voir les choses pour que ce monde soit moins dystopique et qu'il retrouve un minimum de solidarité, d'entraide, de respect, de compassion, d'intérêt les uns pour les autres. Donc j'espère que vous partagez ce désir et que vous partagerez cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute.